L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèle ami internaute, très fidèle à ce programme télé sur ESAE TV ce dimanche avec ma collègue Billy Gaïlaïbi. Je reçois pour vous David Camille Biokou, il est député honoraire, il a été élu courant la 8e législature du Parlement béninois. Il est membre du bureau politique du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Notez qu'il a été coordonnateur départemental de cette formation politique dans la 19e circonscription électorale qui comprend les communes de Porto Novo, de Semekpodi, d'Adiara et des Agégué. Il a été vice-président du parti politique du Parti du Renouveau démocratique PRD. Il a été président de MJ16, un mouvement des jeunes en 2016 qui a soutenu la candidature du président Patrice Talon en tant qu'acteur politique ce jour. Avec Billy Laibi, on va l'interroger sur la crise diplomatique qui secoue le Bénin et le Niger. On en parlera également. On parlera sans nul doute de la vie chère et des dispositions qui ont été prises par l'État central pour contenir les effets de cette vie chère. On n'occultera pas également de parler de la tournée gouvernementale qui est annoncée pour quelques jours. David Biokou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Monsieur. Bonjour à vous, Billy Laibi. Bonjour, Kader. Très beau boubou. Merci. Vous êtes également élégant. Ah, merci beaucoup, tout comme l'invité. Oui, c'est bien ça. Je ferme, je ne vais pas aller sur ce terrain. Billy Laibi, il est à vous pour la première question. Bonjour à nouveau, monsieur Biokou. Quand on parle d'actualité, on parle de conflit Bénin-Niger. Quelle est votre appréciation par rapport aux positions des deux pays dans l'affaire Pipeline? Alors, je vous remercie, je salue les téléspectateurs, ceux qui nous suivent ce matin. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission habituelle. Alors, pour parler de cette situation aujourd'hui entre notre pays et le Niger, un pays frère, je commence par, il faut aller à la genèse de cette affaire. Vous voyez, vous le savez, vous avez suivi l'information, vous avez suivi l'actualité. En temps, la CEDEAO avait pris une décision qui est une décision collégiale de tous les pays membres de cette institution. À condamner ensemble le Niger par rapport au coup d'État qu'il y a eu au président, à son excellence, monsieur le président Bazoum. Oui. Alors, ils ont trouvé que plus jamais ça au niveau de l'espace communautaire. Voilà, de notre espace communautaire. Il fallait plus ça. Les coups d'État, il faut qu'on mette fin et décourager ça. Ça a été la volonté de la CEDEAO. Et donc, le Bénin étant membre de cette communauté, c'est de droit, comme je peux le dire, la discipline du groupe oblige le Bénin à respecter la décision prise collégialement. Alors, donc,
cette décision, c'est vrai, elle est très forte. La fermeture des frontières, couper toute relation économique et autres avec ce pays considéré comme indiscipliné. Et donc, c'est ce qui a été fait. Mais arrivé à un moment, vu la souffrance de la population nigérienne et également d'une partie des transporteurs de notre pays également, le président Patrice Talon, à un moment donné, a commencé par à se gêner par rapport à cette souffrance. Et il disait... À être actif pour le dégel de la situation. Il disait, non, mais écoutez, il disait, en son temps, le peuple nigérien Oui. n'avait pas de problème, n'avait rien à voir dans cette crise. Mais c'est plutôt les gouvernants, les autorités du Niger. Alors, il s'est levé de facto de lui-même à passer dans le pays, à aller se rendre au Nigeria pour négocier le dégel de cette condamnation, de cette prise de position par rapport au peuple nigérien. Et vous allez constater, il a pris une décision, il a fait prendre une décision au sein, à la direction générale de notre port pour faciliter l'accès aux produits du Niger et de faciliter l'enlèvement. Est-ce que vous n'y voyez pas un intérêt personnel du chef d'État? Non. La démarche prise. Mais pour qui connaît le président Talon? Il a quand même pas mal d'affaires qu'il gère dans le pays. Pour qu'il connaît le président Talon, ce n'est pas, il se retrouve pas, il n'est pas dans ça. C'est plutôt le cri de cette population, de ce peuple nigérien par rapport aux médicaments, par rapport à des produits de première nécessité. C'est ça qui sûrement qui l'a poussé à prendre cette décision. Alors, il est passé, il a pu obtenir dans sa démarche informelle avec le pays, avec ses collègues, obtenu de cet accord pour la levée des sanctions, hein, d'ouverture des frontières avec le Niger. Ça n'a pas fait, dès qu'il a commencé cette diplomatie informelle, ça n'a pas fait 2 semaines, on a vu que on a facilité l'ouverture, on a levé les sanctions au Niger. Mais en retour, il y a le Niger, il y a eu le Nigeria, il y a eu le Bénin. Le Niger a ouvert sa frontière avec le Nigeria, mais avec le Bénin, non. Mais pourquoi? Pourquoi selon vous? Oui, mais on dit que nous avons hébergé des mercenaires français sur notre territoire. Et qu'il y a des bases militaires jusqu'à oui, présent. Oui, vous en dites quoi? Mais c'est pas vrai. Mais il y a des instructeurs, des instructeurs, comme dans tout pays. Hein? Il y a des accords de défense avec le pays. Peut-être vous avez dans un camp 3 militaires. Regardez quand nous faisons pendant les fêtes de 1er août, vous allez voir des blancs habillés en tenue militaire qui assistent à nos fêtes. À nos défilés militaires. Oui, au défilé militaire. Mais cela ne dit pas que c'est une base française dans le pays. Bon, moi je crois que c'est une illusion. Moi j'ai écouté d'ailleurs hier ou avant-hier le président et le premier ministre nigérien, qui disait qui a cité des endroits où se trouve la base militaire au Bénin. Mais c'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai. Et puis on voit, je sais pas, c'est des pays, c'est un conflit pas de personnes. Ils ont justifié que c'est pour raison de sécurité qu'ils oui, mais est-ce que le Bénin va faciliter cette mauvaise, je dirais, cette mauvaise action
permettre aux Français de passer par le Bénin pour frapper le Niger, c'est pas possible. Vous savez, au Bénin, nous sommes un peuple cosmopolite avec le peuple du Niger. Nous avons des Nigériens qui se sont mariés aux Béninois, des Béninois qui se sont mariés aux Nigériens. Il y a des Nigériens qui travaillent ici et qui ont même pris la nationalité béninoise. Alors, donc, je ne crois ça de pas même ces petits détails, c'est pas vérifiable. Et le président Talon ne peut pas se permettre de laisser passer les Français pour attaquer le Niger par son territoire. Non, il faut qu'ils prennent d'abord un accord de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, mais c'est composé de plusieurs partis politiques. Face à ce conflit, il y a eu de nombreuses déclarations ici au Bénin qui condamnaient la position du Niger. Vous n'y voyez pas des germes d'une radicalisation de position? Non, même moi, parce que ce n'est pas un problème des individus, les États, c'est la diplomatie. Il peut y avoir des malentendus entre les États, mais il doit se lui changer par les canaux diplomatiques appropriés. Pourquoi on parle des affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères? C'est pour régler ces problèmes. Pourquoi il y a des ambassadeurs du Niger au Bénin, du Bénin au Niger? Donc il faut que, quand à voir la situation, c'est comme si c'est un problème de personne. Nous ne voulons pas voir le président Talon. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de personne véritablement? Non, mais c'est pas, le président Talon n'en veut pas au président Tchani. Mais le président Talon n'a fait que respecter la décision du groupe. C'est tout. Mais qu'est-ce qui, à votre avis, qu'est-ce qui, à votre avis, fait que, malgré le fait que le chef de l'État, Patrice Talon, à maintes reprises, a eu à faire comprendre que il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour prendre acte et évoluer. Qu'est-ce qui explique le fait que, malgré les mêmes fois que le président Patrice Talon l'a eu à répéter, le Niger reste toujours figé sur sa position, malgré tous les démentis des autorités béninoises pour faire montre de ce que il n'y a pas de base militaire au Bénin? Pourquoi le paradoxe demeure? Oui, mais c'est comme ce qu'on dit dans ma langue, Ibinoueri. Moi, je trouve que les autorités nigériennes refusent de croire que le président béninois, qui est le président Patrice Talon, puisse prendre, puisse mettre en action, puisse mettre en pratique les décisions de la CEDEAO. Mais ne le ferait pas, mais serait un refus de collaborer, un refus d'aller dans la direction du groupe. Et on aurait tassé notre pays d'un pays... ne respecte pas les décisions communautaires. Mais c'est ça. Alors maintenant, aujourd'hui, avec le pétrole nigérien, aujourd'hui, il a connu un embargo pour ne pas connaître son exportation parce que les autorités nigériennes n'avaient pas saisi le Bénin officiellement. Après, il y a une demande provisoire qui a été introduite. Aujourd'hui, les bateaux chinois peuvent accoster dans les eaux béninoises à Sémékodi pour embarquer le pétrole nigérien. Mais est-ce que vous pensez que après ce micmac, est-ce que cela augure de lendemain meilleur? Oh, vous savez, on a créé cette décision. Moi, je salue cette décision du président de la République pour créer le scandale et pour trouver une solution une fois pour de bon. Vous voyez, on a créé partout dans le monde, les Européens, les journalistes, ou la presse européenne, américaine, africaine, tous. Et ça a été le chou gras, le Bénin. On a fait le tour de l'actualité dans le monde ces 2 jours, ces 3 jours, par rapport au pipeline. Moi, je trouve que cette décision, cette prise de position du Bénin par rapport à cela est tellement bien pour régler une fois pour de bon le problème. Donc, selon vous, ça ne dessert pas à notre pays d'avoir levé cette sanction de façon provisoire, d'avoir levé cet embargo de façon provisoire? Est-ce que ça ne dessert pas au Bénin? Non, ça ne dessert pas le Bénin. Il faut que les gens se mettent. Voilà, vous voulez, vous m'excusez, vous voulez mon argent, mais vous ne m'aimez pas. Vous voulez mon argent, mais vous ne m'aimez pas. Mais il faut qu'on s'asseye autour d'une table. Ah, si vous ne voulez pas mon argent, si vous ne voulez pas de moi, alors vous n'aurez pas aussi mon argent. Trouvons une fois de bon, on va s'asseoir. Vous voulez de moi? Ok, voilà mon argent. Vous ne voulez pas de moi? Je garde mon argent par devant moi. Alors c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Parce que vous fermez la frontière.
il y a les Nigériens qui souffrent de ça. Il y a les Béninois qui souffrent de ça. C'est un peuple. Nous sommes un peuple, le même peuple. Le Niger, le Bénin, c'est le colonisateur qui a mis les frontières. Si nous sommes nous sommes le même peuple. Je vais vous dire, moi, j'ai une sœur, ou pour ne pas dire, une connaissance du Nigeria, qui fait des titans du maïs. Quand les gens en passent, ça me fait rire. Il y a une société à Abeokuta qui prennent du maïs. Il y a une société à Abeokuta, je ne sais pas ce qu'ils font, je crois que c'est une société de boissons, je ne sais pas. À Abeokuta, qui prend quelle que soit la quantité de maïs. Donc les gens viennent, ils vont à Parakou, ils séjournent à Parakou, des semaines à Parakou, pour charger leur titan. Et pour partir, malgré que le Naira est tombé, ils viennent pour acheter le maïs ici, pour envoyer à Abeokuta. Au Nigeria. Oui, au Nigeria, et ils passent par Idiri, et il a pour sortir, pour entrer au Nigeria. Donc, si nous avons cette collaboration, hein, et entre le Bénin, le Niger et le Niger, mais pourquoi fermer les frontières? Il faut que on sorte, c'est-à-dire que les dirigeants, les autorités nigériennes prennent de la hauteur. Ce n'est pas une histoire de Patrice Talon. C'est une histoire de la CEDEAO. La CEDEAO a levé les sanctions, le Bénin en fait également. Maintenant, s'il y a des pays qui n'ont pas suivi, c'est des pays hors la loi. Moi, je les appelle. Parce que ce n'est pas normal. C'est une décision collégiale. C'est comme aujourd'hui, sur votre chaîne, on dit de ne plus recevoir M. Bioko. Mais vous trouvez que M. Bioko est votre ami, il faut que vous me recevez, mais vous allez vous retrouver à la porte. C'est ce qui va vous arriver. Donc, c'est une décision de la CEDEAO. Le Bénin n'est que, il est élément de la CEDEAO, de l'ensemble de la CEDEAO. Il n'a fait qu'appliquer ce qui a été pris collégialement. C'est tout. Il faut que les autorités nigériennes comprennent cela et ne pas en vouloir au chef de l'État. Mais contrairement au Togo, je pense peut-être que c'est pour ça que le Niger s'est... Oui, mais le Togo... Contrairement au Bénin, le Togo n'a pas respecté cette décision. C'est l'indiscipline. En réalité, c'est ça. Et normalement, nous, on ne devait pas courir. Le Bénin ne devait pas. Moi, je trouve même que c'est la CEDEAO qui doit faire le travail que nous faisons aujourd'hui. C'est la CEDEAO qui doit se mettre devant pour aller voir le Niger, pour dire maintenant c'est fini. Pour arranger la situation. Oui, pour arranger la situation. Même en le faisant, je trouve que ça doit être parallèle à l'action, à la mission de la CEDEAO. Sur cette histoire, c'est la CEDEAO qui doit trouver la solution, l'ouverture, parce que c'est la communauté qui a pris la décision. Et le Bénin n'a fait que suivre et appliquer la décision de la communauté. Donc la communauté doit se mettre devant pour lever les frontières, pour lever les blocus. Je crois. Alors aujourd'hui, tout le monde souhaite une diplomatie informelle pour la résolution immédiate de cette crise. Est-ce que vous voyez par exemple au Bénin encore des acteurs, soit politiques ou de la société civile, qui doivent nécessairement s'impliquer dans cette crise pour l'obtention du DGL? Je suis d'accord avec cette décision. J'en ai parlé. J'en avais parlé par rapport à cette possibilité. Parce que, et ce qui me gêne au Bénin, nos sages tous font tous la politique. C'est ça aussi. Sinon... Vous faites allusion au président Yahi? Non, il y a le président Yahi, il y a le président Soglo. Vous estimez que Yahi et Soglo doivent effectuer un déplacement sur le Niger? Non, normalement, en temps normal, quand ça se passe au Nigeria, on regarde autour de nous, ou regardez les Américains. Mais en dehors des sages dont vous parlez, il y a les démocrates qui quand même se sont révoltés, en tout cas qui étaient contre la décision du Bénin par rapport à l'embargo. Oui, mais on fait trop politique ici. On fait trop politique. Oui, on fait trop politique. Normalement, cette situation, nous devons soutenir. Vous pensez que Soglo et Yahi doivent s'inviter dans la crise? Non, en temps normal. Si le président Talon devait faire recours à quelqu'un, c'est d'appeler ses collègues, ses prédécesseurs, que ce soit le président Yahi, que ce soit le président Soglo. Bon, voici la situation. Mais c'est même eux-mêmes qui vont s'inviter à aller vers lui. Même eux-mêmes. Ils devraient prendre l'initiative, faire le premier pas. Les anciens présidents, allez le voir. Bon, cette situation, nous allons voir ça. Donne-nous les moyens. Les moyens peut-être, c'est de mettre un avion à leur disposition pour demander un rendez-vous. Parce qu'ils ont leur canot. Hein. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont essayé qu'ils n'ont pas été reçus, peut-être? Non, pas du tout. Vous connaissez mal. C'est-à-dire les gens prêtent trop d'intention au président Talon.
Et moi, ça me dérange, ça me fait pitié. Mais beaucoup disent qu'ils n'écoutent pas. Oh là là. Quand vous avez vous avez des solutions porteuses, mais lui ne cherche que ça, les opportunités. Les opportunités. C'est-à-dire, quand vous avez des solutions qui peuvent régler des solutions, qui peuvent régler des problèmes dans le pays, quand vous avez des solutions qui peuvent apporter un plus au pays, mais il est preneur. Regardez, il est preneur. Regardez, vous allez me dire que c'est lui seul qui a fait tout ce qu'il a fait en 8 ans. Il n'est pas Dieu. Il a une équipe. Ah, il y a une équipe, ça veut dire qu'il écoute cette équipe. Moi, je suis passé, quand vous passez dans le coin du Bénin, tu te demandes, est-ce que le président Talon est venu ici? Des coins reculés d'Adiara, il allait dans les coins reculés d'Adiara, il allait dans les coins reculés de Clécamin, et on voit des rues, des voies partout. Ça veut dire qu'il y a des gens qui lui parlent, et ils sont OK. Donc, moi, j'aurais souhaité, franchement, oui, pour finir ce plan, hein, oui. J'aurais souhaité que les anciens présidents de la République, les personnalités du pays, qui se mettent un peu hors de la politique et qui passent dans une position de conseil. Par exemple, moi je suis en train de voir là Robert Dossou, le président Robert Dossou doit avoir. Olo également. Le président Robert Dossou doit avoir ses canaux au Niger. Le président Mbedji doit avoir ses canaux au Niger. Le président Moussou doit avoir ses canaux au Niger. Le président Olo doit avoir ses canaux au Niger. Le président Yahi Boni, le président Soglo. Il faudrait qu'ils forment. Il y a d'autres qui sont à Dekpedjou, à Kindes, Golou, le président Golou. Il y en a quand même des gens qui sont des anciens, qui sont le président. Le président, comment je l'appelle, l'ancien président de la Cour suprême béninois. Batokor, le président Batokor. On a quand même des personnalités qui sont dans le pays, qui se mettent dans le conseil, et qui conseillent, qui soient aux côtés du chef de l'État. Et que ce soit un bras armé du chef pour ces situations, comme dans les situations à l'interne. C'est moi mon souhait. Mais vous, une dernière question. Vous, en tant que parlementaire de 8e législature et puis membre d'un bureau politique de la Brousse, vous faites quoi en tant que personne défendant les actions du gouvernement pour les idées que vous venez de sortir? Est-ce que vous avez déjà initié des démarches dans ce sens? Parce que peut-être ces gens dont vous parlez n'ont pas peut-être ces réflexes. Est-ce que vous avez initié quand même des démarches dans ce sens pour pouvoir emmener des gens à contribuer à cette réconciliation, à la réparation de la situation, par exemple? Oui, on le fait à notre niveau. Vous savez, c'est une question de position. Moi, David Biokou, quelle force, quelle possibilité, dans quelle position je me retrouve pour aller au Niger aujourd'hui, et pour aller parler un Boni Yahi, vous voyez, un Boni Yahi, qui n'a même pas besoin de beaucoup de machins. Avec son téléphone, il prend le rendez-vous. Le président Moussou, le président Mbedji, le président Robert Dossou, c'est rapide, ça. Ils peuvent appeler un ministre et prendre un rendez-vous. Il faut être dans une position pour nous autres. Pour le faire. Pour le faire. Alors j'allais dire Robert Dossou, David Kamibiokou, pour progresser dans cet entretien très rapidement. Il y a cela quelques jours, des travailleurs ont tenu de façon irrésistible à marcher contre la vie chère. Ils ont finalement marché. Est-ce que pour vous, cette marche était opportune? Vous savez, nous sommes en démocratie. En démocratie, nous devons tout faire pour permettre tous les agrégats qui peuvent faire mesurer notre bonne gouvernance, le bon déroulement de notre démocratie. Il faut qu'il y ait des éléments. Et la marche des travailleurs en est un élément de cet agrégat. Alors, donc, moi, je trouve bien. Et ce que je souhaitais, je crois que je l'ai eu. Mais avant la tenue de cette marche, je ne vous coupe pas, oui. Il y a eu plusieurs fois des interpellations, des arrestations. Oui, il trouve que, vous savez que la marche est réglementée dans notre pays. La marche aujourd'hui est réglementée. Donc, il fallait que
les syndicalistes aillent prendre une autorisation. Nous sommes aujourd'hui dans une situation en Afrique, surtout en Afrique, nous qui sommes collés directement au pays de l'Interland, nous sommes dans l'insécurité en ce moment. Il y a les djihadistes qui sont autour de nos pays, autour de nos frontières. Bon, voilà, on va attrouper plusieurs individus, je dis des centaines de milliers d'individus pour marcher. On peut infiltrer ce groupe. Donc, une fois quand vous annoncez votre marche à la mairie ou à la préfecture va prendre les attaches avec la sécurité nationale pour qu'on puisse dégager assez. D'abord, il faut d'abord les infiltrer pour voir s'il n'y a pas des malfrats. Il n'y a pas d'autres intentions. Non, il ne faut pas les infiltrer dans ce sens. Les infiltrer le groupe pour savoir s'il n'y a pas des djihadistes, ceux qui tournent autour de nos frontières, est-ce qu'ils n'ont pas pu rentrer? Il faut vérifier dans les hôtels. Il y a pas mal de trucs à faire avant qu'une marche puisse avoir lieu aujourd'hui dans notre pays. Donc, ils n'ont pas demandé d'autorisation. Et tout ce que je vous ai cité là. Mais l'origine de la marche au Bénin, c'est déclaratif. Oui, non. Écoutez, en temps normal. Mais aujourd'hui, on dit à chaque situation, sa solution. On ne peut plus se permettre de laisser des milliers de personnes dans les rues avec ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un mandat qui est en train de prendre fin dans moins de 2 ans? Quel mandat? Le mandat du gouvernement en place. Qu'est-ce que le président de la République? Qu'est-ce que le président de la République a fait avec une marche? Puisque vous avez parlé de djihadistes tout à l'heure, qu'il faut vérifier s'il n'y a pas de djihadistes. Mais ça n'a rien à voir. C'est parce que autour de nous, c'est une situation qui existe depuis 10 ans. Les Européens ou les Occidentaux ont tout fait, ils n'ont pas pu. Vous écoutez, vous êtes bien placé pour me le dire. Donc, il fallait contrôler cette marche. Ce n'est pas parce qu'on a interdit pour interdit. On a interdit pour sécuriser la marche. Et j'étais dans une réunion où le chef de l'État parlait de ça. Il dit, mais vraiment, on doit les laisser faire leur marche. Mais est-ce qu'il paraîtrait lui-même, il n'est même pas au courant. C'est après qu'on lui dit qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation pour marcher. Il dit, oh, mais on pourrait les laisser marcher. Tu vois, c'est le chef. J'étais dans une réunion, il parlait de ça. Il dit, mais vraiment, les gens devaient marcher aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation. Vraiment, il est dérangé par rapport à ça. On doit les laisser marcher. Alors, et quand je l'écoute, et je vois ce que l'opinion dit par rapport à lui, mais ça dérange. Vous voyez, vous allez comprendre qu'il est innocent. Il ne sait rien de ce qui se passe. Les institutions font leur boulot. Et les institutions du pays doivent être séparées. Sinon, on serait dans quel pays? Monsieur Biakou, il y a une évidence quand même que le peuple a faim. Les gens ont faim dans le pays. C'est pour ça, justement, qu'il y a des marches initiées contre la cherté de la vie. Mais est-ce que c'est pareil au niveau des députés, par exemple? Vous direz le contraire. Et je suis content que vous en parlez. Vous savez, les syndicalistes, c'est des gens bac plus 6, bac plus 10, hein, les syndicalistes que nous avons là. Ce ne sont pas des petits intellectuels. Si c'était mes parents de Ouébo, là, de mon village, je comprendrais. Ils savent, ils sont informés ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes allés, à chaque époque, les choses changent. Ce qui se passe au Bénin, le pire se passe en Afrique centrale, se passe autour de nous. Allez à Abidjan. Les gens ont faim. Les gens vont dire au président, à son excellence, le président Ouattara, qu'ils ne veulent pas les ponts, qu'ils veulent manger. Ça se passe au Togo à côté. Ça se passe au Ghana. Ça se passe autour de nous. C'est partout, même c'est une conjoncture. À Bamako. Les gens ont fait. Les autorités ont-elles fait aussi? Oui, mais au même titre que les populations. Vous parlez de la faim. Ils savent que c'est une conjoncture. Ils le savent, les syndicalistes le savent. Parce qu'ils ont tous le WhatsApp, ils sont tous sur les réseaux, ils suivent les télés, les télés
internationales. Oui, le devoir des gouvernants, c'est de prendre des mesures. Excuse-moi, je m'explique. Parce que c'est important ce sujet. Les syndicats, moi je trouve que si c'est marché pour la faim, ils n'ont pas besoin. Parce que pour la vie chère, ils n'ont pas besoin. Parce que c'est une épidémie. C'est une épidémie. Et vous devez savoir quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, hier, il n'y avait pas de... Les choses n'ont pas évolué comme aujourd'hui. Moi, je n'avais pas connu l'informatique. J'ai connu la mécanographie. La mécanographie. Aujourd'hui, nous avons l'Internet. Et à un moment donné, on envoyait nos documents par Yahoo, par Gmail ou par notre propre adresse. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Combien de personnes utilisent le Yahoo aujourd'hui? Combien de personnes utilisent le Gmail aujourd'hui? Tout passe maintenant. J'envoie mes courriers par WhatsApp. J'envoie mes courriers par Messenger. Donc, les choses évoluent. Donc, les administrations également évoluent à la hauteur de l'évolution de la technologie. Oui, et aujourd'hui, écoutez, je m'explique. Aujourd'hui, je pourrais avoir une société, ne pas payer l'impôt, il y a 15 ans, il y a 10 ans, ne pas payer l'impôt, et les gens n'arriveront pas à me localiser. Parce que pour me localiser, il faut que l'agent d'impôt puisse vraiment chercher à me retrouver dans un coin. Mais aujourd'hui, pas tout ce que je fais à la banque ou pas sur les réseaux, les gens peuvent me localiser. Donc, au fur et à mesure, les gens prennent des décisions pour fermer certains trous qui étaient des passerelles qui échappaient au trésor public. Donc, tout ça, dans tous les pays, ça se passe au même moment. Moi, j'ai connu la facture normalisée en Côte d'Ivoire il y a 20 ans ou 25 ans. La facture normalisée est venue au Bénin il y a 3 ans. Mais vous ne répondez pas à ma question. Oui, mais je suis en train de vous expliquer les causes. Donc, du coup, l'argent qu'on volait, ce qu'on pourrait faire, nous tous, on avait, à un moment donné, on profitait du système. Tu peux te lever demain, créer une société et faire un marché et fermer la société. Maintenant, tu ne peux plus faire ça. On va t'identifier. Donc, c'est ça c'est l'un des facteurs. Oui. Alors, donc, tu estimes, David Biokou, que quand on parle de vie chère, c'est beaucoup plus dû quand même à la guerre en Ukraine, à d'autres facteurs quand même socio-économiques. Il y en a plusieurs. Voilà. Maintenant, ce qui dérange chacun, c'est de savoir quelles sont les dispositions que son gouvernement prend pour atténuer ces effets-là. Est-ce qu'au Bénin, selon vous, en tant qu'acteur politique, est-ce que l'État béninois a assez pris de mesures pour contenir les effets socio-économiques? Je vous prends au mot, cher ami. Il fut un moment, avant que c'est en image qu'on commence par créer la vie chère, le gouvernement a mis des pierres pour fermer les sorties de Soudia et de certaines denrées de première nécessité au niveau d'une frontière entre le Togo... Une frontière formelle. Mais que les Béninois ont dit quoi? Non, ce gouvernement est mauvais, mon chien. Parce que les produits du Bénin sortaient. Le gouvernement a anticipé, voyait venir déjà ce problème-là. Ce que nous vivons aujourd'hui, les garis qui sortaient, les denrées de première nécessité qui sortaient. Donc pour vous, c'est la sortie de ces denrées-là qui fait qu'il y a rareté. Mais donc... on payait à un moment donné le maïs, le tonglo de maïs, à combien? À 300 francs, à 250. Aujourd'hui, c'est passé à 500. Pourquoi c'est passé à 500? On dit en économie, un bien économique est un bien rare. Donc le bien économique, dès que ça, un bien économique, il devient rare, et quand il devient rare, il devient cher. C'est ça. Je dis la chose, c'est tout. C'est parce que les produits sortent, ça, ils deviennent rares. Et quand ça devient rare, que s'ils deviennent rares, ces produits, ils deviennent un bien économique. Un bien économique, ça prend de l'argent, c'est cher. Donc c'est tout, c'est le problème. Le Bénin ne vit que ce problème aujourd'hui. Et donc, vous avez vu la décision, je vous ai dit, le gari sort, le maïs sort, ça va au Niger, ça va au Nigeria. Et je connais, c'est pas, si vous voulez, je vais montrer des photos à l'appui. C'est même pas les photos que montre le gouvernement, hein. Les photos d'une amie, d'une parente qui est dans ce système et qui ramasse beaucoup d'argent. Malgré la cherté, la monnaie, la décadence de la monnaie nigériane, mais ils viennent
acheter les produits et ils vont vendre. Et ils sont dans le pays en ce moment. Et ils disent que les Béninois, ils ont fermé. Je dis oui, mais parce que nous, ça commence par être rare chez nous. Et autre chose, il y a des gens qui ne veulent pas vendre leurs produits au Bénin et qui préfèrent vendre à l'extérieur. Ce n'est pas faux. Monsieur Biokou, Oui. je vous pose une question. Que font les partis, je vais dire, qui soutiennent les actions du gouvernement? Que font-ils à leur niveau quand même pour montrer à la population que oui, le gouvernement prend des mesures et tout. Encore que jusque-là, les citoyens, les populations ne sentent pas encore les effets de ces mesures qui sont en train d'être prises, si ce n'est que c'est la fin. Les gens ont faim, ils ont des difficultés à s'approvisionner en ces premières matières-là et tout. Que font les partis qui soutiennent le gouvernement en place pour quand même faire comprendre aux populations que voilà, le gouvernement fait ci et fait ça? Est-ce que vous descendez au moins sur le terrain? Merci madame, ça se fait. Mais le problème de notre système, c'est que on ne ventile pas l'information. Il n'y a pas la propagande. Il n'y a pas... vous voyez, quand vous regardez France 24, vous voyez qu'il y a c'est en boucle, des informations en boucle. On devait s'inspirer de ça. Nous devons avoir des chaînes pour nous. Nous devons prendre des portions d'émissions chez vous, comme par ailleurs, pour davantage faire la propagande, la publicité, pour davantage communiquer sur ce que nous faisons. Parce qu'il y a quand même de ces parties du pays qui ne sont pas au courant de ce qui se fait ou pas. Non. Est-ce pour ça que d'ici quelques jours sera initié une tour? Et c'est d'ailleurs, vous voyez, vous avez suivi le président Biotchané, vous avez suivi le président Djogbenou. Ces derniers temps, ils sont passés dans le pays. C'est à croire qu'ils sont en train de prendre de bon air. Mais ils sont passés, ils ont expliqué ce problème, la vie chère, ils ont parlé de la vie chère, ils ont parlé de la situation socio-politique et économique du pays pendant leur tournée. Hein, ils ont fait ils ont fait une tournée. Et maintenant, il y a les partis, les membres, hein, les instances du parti qui descendent maintenant sur le terrain. Et c'est en préparation. On devait commencer le 16. Et ça a été reporté. Oui, et ça c'est inévitable pour davantage, parce que nous faisons beaucoup. Moi je dis, quand je regarde... Est-ce qu'aujourd'hui les populations ont besoin d'entendre que vous faites ci, vous faites ça, ou bien elles ont besoin d'actions concrètes? Oui, voilà. Et surtout, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment, le peuple, il faut qu'il soit informé et que ça suive les actions. Et vous avez vu, les produits ne sortent plus, comme l'a fait la Côte d'Ivoire pendant les matchs africains. Le Atchéken n'est pas sorti. Donc au Bénin, nos produits, il faut que ça soit vendu dans notre pays aujourd'hui. Et le président en a pris, il a subventionné les intrants pour que les producteurs puissent avoir la facilité de pouvoir produire pour que les produits reviennent moins chers. Vous savez, pour dégager le coût de vente, il faudrait que tout ce qui rentre dans la préparation du produit soit au moins cher pour qu'on puisse vendre moins cher. Oui, et c'est ce qui est... Et par rapport à cette tournée qui va démarrer dans pas longtemps, qui va démarrer dans pas longtemps, comme annoncé justement, est-ce nécessaire selon vous, à l'instant présent, de faire cette tournée-là, parce que c'est une tournée de reddition de comptes, pour faire part des réalisations, des actions menées par le gouvernement, et ils ont précisé aussi pour apporter des clarifications par rapport à certaines rumeurs. Est-ce qu'à moins de 2 ans, c'est nécessaire, c'est opportun? C'est très important, madame. Quand vous ne savez pas ce que fait l'autre, vous aurez des mauvaises appréciations sur ses actions. Voilà. Sur ses œuvres, vous aurez de mauvaises. Aujourd'hui, je vous dis, et nous qui avions la chance de tourner un peu dans le monde et de tourner et revenir au pays, hein, étant dans le pays aujourd'hui, quand nous regardons ce qu'était le Bénin,
Et ce qu'est le Bénin aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Si vous me posez la question, je vous le dis franchement, moi je fais partie de ceux qui ne veulent pas que le président Patrice Talon quitte le pouvoir. Donc selon vous, c'est nécessaire cette tournée? Écoutez-moi. Ce gouvernement, le gouvernement du président Talon, le premier et le deuxième mandat, ils ont fait beaucoup pour le pays. Mais il faut sortir. J'ai préconisé dans une réunion qu'il faut que le gouvernement arrive à prendre, ne serait-ce que 100 journalistes, les vrais journalistes du pays, prendre les journalistes, nos journalistes, au moins 100, si ce n'est pas un, qu'ils visitent au moins l'Afrique et qu'ils visitent un pays de l'Europe et qu'ils reviennent. Parce que beaucoup ne sont pas sortis. Beaucoup ne sont pas sortis. Le Béninois ne voyage pas. Et quand ces journalistes... Il y en a qui voyagent aussi. Ah non, pas beaucoup. Il faut déjà qu'il ait des bonnes conditions pour voyager. Pas beaucoup, peut-être 5%. Alors, franchement, si j'étais président de la République, chaque année, si c'est 100, je vais essayer de trouver ce budget-là. Je vais tout faire pour trouver ce budget, pour faire voyager 100 journalistes dans peut-être 5 pays de l'Afrique et un pays de l'Europe. Et chaque année, je ferai ça. Chaque année, pendant mon mandat, pour que ceux-là, ils seront le relais par rapport à ce qui se passe au Bénin aujourd'hui. Quand vous voyez ce pays aujourd'hui, mais hier, je passais dans la zone de Déloko et je vois des fois dans des rues où je dis, mais dans 100 ans, est-ce que ces gens-là peuvent penser avoir des voies ici? Mais on fait trop. Et ce n'est pas qu'à Cotonou, ce n'est pas que dans les villes à statut particulier. C'est partout dans le Bénin. Et ce n'est pas que les voies, des infrastructures. J'allais vous le demander. Ce n'est pas que des voies, des infrastructures administratives. Et aussi, ce qui devait être fait depuis, le gouvernement est en train de mettre ça en place aujourd'hui. Les lycées techniques, il y a beaucoup qui se fait. Mais il y a à faire, il y a encore à faire. Sur quel plan? Sur quel plan? Il y a à faire sur quel plan? Moi aujourd'hui, et pour moi, pour ma part, et je le veux, et je demande au gouvernement s'ils me suivent, je veux que aujourd'hui les Béninois ont peur de la criette. Nous avons tous peur de la criette. Personne ne veut aller à la criette. Maintenant, tout comme on ne veut même pas aller au commissariat. Je dis, en tout cas, personne ne veut aller à la criette. Moi, je ne veux pas aller à la criette. Alors, le problème, moi, je souhaite que la criette soit aujourd'hui un épée pour régler un problème. Quel est le problème? Je veux que le gouvernement béninois mette la pression sur une banque ou les banques du Bénin. Pourquoi? Le gouvernement béninois mette la pression sur une banque ou les banques du Bénin. Oui, pourquoi? À dégager chaque année des fonds pour des jeunes béninois, pour qu'ils puissent s'auto-employer. L'auto-emploi. L'auto-emploi. Je crois qu'il y a quand même des partenaires avec... non, tout ça c'est long. On dit, le gouvernement dit, si vous prenez l'argent, vous ne payez. Si vous prenez l'argent et que vous ne remboursez pas, on va prendre votre femme, on va prendre votre enfant, on va prendre votre mari, on va prendre votre père, on va prendre votre mère. On va emprisonner tout cela. Et vous signez. Ils vont signer. Ils vont à la criette. Suivez-moi. Ils viront à la criette. Aujourd'hui, on me donne 10 millions. Mais si je ne paye pas les 10 millions, on prend ma femme. Mais vous savez que l'entrepreneuriat, c'est aussi un risque. Il y en a qui entreprennent oui, mais et qui font faillite. Écoutez, monsieur, ça veut dire quand tu n'as pas un business plan solide, un dossier d'affaires solide, tu n'iras pas prendre cet argent. Et ça va aider la Côte d'Ivoire en affaires. Okay. À un moment donné, ça fait grandir de... Moi-même, j'ai bénéficié de ça. J'ai bénéficié de ça en Côte d'Ivoire. Oui, monsieur. Donc, il faudrait que... Et surtout que la criette est là. Le gouvernement n'a qu'à profiter de ça pendant ces 2 ans-là pour donner... Les gens sont intelligents. Le Béninois est intelligent. Moi, j'ai vu des sacs, j'ai vu des chaussures d'un Béninois, d'une Béninoise. On dit c'est au Bénin. Je dis non. Même... Cacharel va acheter ses produits pour mettre leur marque.
ils ont besoin de financement. Il y a une dame à Adjara qui fait de la cajou, du bon, mais il n'a pas les moyens, Donc revenons au sujet de tournée d'érudition de comptes que le gouvernement va entamer bientôt. Selon vous, c'est opportun, c'est bienvenu. Ah, c'est bienvenu. À moins de 2 ans de fin de mandat. Ah oui, c'est bienvenu. Et vous pensez que les populations, le ventre affamé, seront réceptives à recevoir? Il y a déjà une accompagnement. Vous parlez du social, il y en a encore. Regardez. Non, je ne parle pas du social. D'accord, le social, mais quand ils vont aller dans certaines communes et tout, dans certains villages pour parler des réalisations. L'enfant qui avait vous pensez que les populations auront l'écoute attentive, madame, ils seront réceptives, et elles seront réceptives. Madame, cette population, ils ont des enfants à Cotonou. Il y a d'autres qui enseignent. Il y en a qui n'ont pas d'enfants à l'école. Ils étaient vacataires. Ils n'avaient pas laissé. Ils travaillaient 9 mois. Maintenant, ces enfants peuvent travailler 1 an et être payés. Et en plus, ils ont des bonus. 20 000 francs par mois, c'est beaucoup. Donc, ils ont des parents. Hein? C'est pas beaucoup. Mais c'est beaucoup. Oui, mais c'est déjà beaucoup. Non, au moment où il y a rien, on a remonté le SMIC. Ils sont au courant. Vous croyez que les paysans ne sont pas informés? Il faut aller encore davantage les informer. Et ces gens-là n'ont pas fait. Au moins, ils travaillent. Non, on ne parle pas que des paysans. Oui, mais ils vont partout à Cotonou. Les ceux de Cotonou, ils sont au courant, ils vivent au jour le jour. Mais on retourne vers eux pour leur parler. Maintenant, s'ils ne veulent pas l'accepter. Les villages reculés. Mais les villages, c'est ça. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants dans la ville, ils ont des enfants qui travaillent dans les chefs-lieux de leur village. Ils sont au courant ils ont vu qu'il y a un changement dans la vie de leurs enfants. Il y a des recrutements à la police, il y a des recrutements au niveau des militaires. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des recrutements au niveau des finances, dans tous les secteurs de l'État. Le gouvernement Talon fait tout pour résorber cette situation aujourd'hui de crise qui est mondiale et qui est africaine. La crise est africaine, la crise n'est pas béninoise. Qu'est-ce qu'il n'a rien fait pour... Est-ce que vous avez suivi ce discours? Il dit, la situation était là. Je suis conscient de la situation, mais j'ai accepté faire la mission, faire le job. Il a trouvé cette situation de crise au Bénin. Ce qu'il n'y avait pas, c'est des vols parallèles, c'est les ressources du trésor qu'on volait, hein, qu'il a fermé. C'est que lui l'a fait. Lui n'a fait que fermer les robinets qui coulaient hors du trésor, c'est tout. Et bon, quelques de nos frères qui se débrouillaient autrement, hein, par ailleurs, mais qui ne faisaient pas une bonne image pour le Bénin, parce qu'arrivé à un moment donné, le Bénin avait une mauvaise image par rapport à ce que faisaient des jeunes dans le pays, à savoir ce que nous appelons communément le gaillement. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Sinon, c'est tout ce que lui a fermé. Mais il a trouvé la situation qui n'était pas bonne. Mais il dit, mais on va redresser, on va essayer de faire quelque chose. Et malheureusement, beaucoup d'autres problèmes sont venus, comme la crise, le problème de l'Ukraine avec la Russie, qui a effectivement, au départ, je me dis, comment une situation en Ukraine, en Russie, peut avoir des retombées. Donc, selon vous, si il vous était possible de prendre des décisions et de maintenir le président Talon là pour un 3e mandat ou un dernier mandat, vous le ferez? Ah non, pour ce qui se fait, écoutez, moi, je le dis, je suis impulsif. Je suis des deux extrêmes, moi aussi. Mon problème, ce n'est pas un problème d'intérêt. La preuve, je n'en ai pas. Je dis, à l'arrivée, je suis plus pauvre à l'arrivée de ce gouvernement qu'avant. Mais je suis plus pauvre à l'arrivée de ce gouvernement qu'avant. Mais mon pays est riche aujourd'hui et mon pays est rayonnant, qui peut me permettre de sortir et de présenter facilement mon pays. C'est ça le problème. Et donc? Si aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, on peut voir quelqu'un, si quelqu'un peut avoir un double talon, qui peut faire en 8 ans ce que nous voyons là, c'est fini.
Vous soutenez? Peut-être qu'on peut avoir quelqu'un en 2026 qui fait encore même plus que Talon. Mais vraiment, je le souhaite vivement. Merci à vous, David Je le souhaite Biokou. Nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un rituel. Vous êtes déjà venu une fois. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire un mot à l'endroit de vos sympathisants, de tous ceux qui ont bien reçu cet entretien, et savoir ce que vous avez à dire sur l'actualité. Mais je voulais dire aux Béninois, un peuple qui n'est pas encore une nation ne peut pas réussir son développement. Le Bénin, nous avons besoin, Béninois du Sud, Béninois du Nord, Béninois de l'Est, Béninois de l'Ouest, Béninois du Centre. Nous avons besoin de nous mettre, de travailler la main dans la main. Nous avons besoin de nous aimer, de nous accepter. Parce que à chaque situation, nous voulons montrer nos divergences politiques, ce qui n'est pas bon pour notre pays. Ce n'est pas bon pour notre pays. On montre qu'à l'intérieur, il y a trop de fissures. Mais quand il y a un problème de la famille, même si nous sommes divisés dans notre famille, mais quand on va chercher notre famille, on aura une difficulté avec une autre famille de l'extérieur. Nous devons tous nous mettre, les membres de la famille doivent se mettre ensemble pour lutter contre la famille en face de nous. Mais j'ai compris que à chaque occasion, le Béninois veut profiter pour rendre un coup. Que vous soyez BN, que vous soyez LD, que vous soyez l'Union progressiste, c'est le Bénin, c'est un et indivisible. Nous sommes des frères. Si demain, le président était président de la République, s'il a un poste pour moi, il va me donner. Nous nous connaissons. Donc pourquoi voulons-nous montrer à l'extérieur que nous ne sommes pas ensemble? Nous devons être une nation. Le Bénin est un et indivisible. L'autre chose, c'est à l'endroit des autorités. Je réitère mon souhait. Il faudrait que les banques béninoises puissent donner les moyens aux jeunes, aux sorties d'université. Il faudrait qu'il y ait une formation connue de tout le monde, que tout le monde puisse avoir accès à cette formation pour accéder à des fonds, je dirais, cautionnés par l'État pour pouvoir s'auto-employer. C'est mon souhait et je le dis vivement en tant que Béninois. Nous saluons et nous continuons de saluer les actions du chef de l'État, les actions du gouvernement de notre pays. Il faut qu'il continue, les voies qui restent, il faut qu'il les bitume. Ce qui reste à faire avant les 2 ans, nous avons besoin qu'il puisse terminer avant de partir. Cela, c'est le développement. Cela, c'est la prospérité, c'est le bénéfice pour que chacun de nous puissions profiter des retombées de ce qui se fait aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à vous, David Camille Biokou. Chers amis internautes, de cet entretien, on retiendra que l'invité à l'entame a tenu à préciser que le Niger est un pays frère. Il a rappelé les motivations des décisions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans le cadre de la fermeture du Bénin avec le Niger. Il a démontré la contribution du président Patrice Talon à l'obtention du dégel, notamment pour qu'il y ait une réouverture des frontières et notamment la levée des sanctions de la CEDEAO. Tout ceci a été rappelé au cours de cet entretien. Il a tenu à apporter un démenti formel à cette affirmation de la junte au pouvoir qui dit qu'il y a des bases militaires au Bénin. Pour David Biokou, député honoraire, il y a plutôt des instructeurs conformément aux accords de défense. Le Bénin ne peut pas permettre une invasion du Niger, a-t-il laissé entendre sur ce plateau. Il a salué par ailleurs les différentes décisions et postures qui ont été prises par le président Patrice Talon tout au long de cette crise. Pour lui, ces postures sont compréhensibles et justifiées. Pour lui également, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, doit s'impliquer dans le combat de la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger, puisque c'est un respect aux exigences de la CEDEAO, au respect des exigences communautaires que le Bénin a fermé ses frontières avec le Niger
Niger. Et donc, la CEDEAO doit s'inviter dans le débat pour obtenir également cette levée du blocus, notamment cette réouverture des frontières. Par ailleurs, il pense que les anciens présidents, notamment Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, doivent se mettre en dehors de la politique pour être de véritables repères en situation de crise comme celle-ci. Et donc, pour lui, il invite notamment Nicéphore Dieudonné Soglo, Thomas Boniaï, Adrien Roumbédi, Robert Dossou, Théodore Olo, Akindé Adekpedjou, Emmanuel Golou, Ousmane Batako et bien d'autres à s'impliquer dans cette crise-là pour obtenir véritablement le dégel, car pour lui, aucune voix ne sera de trop. Nous sommes en démocratie et autoriser une marche dénote de la vitalité de cette démocratie, a-t-il laissé entendre lorsqu'il a été interrogé sur la marche qui a été effectuée pour la vie chère. Il a eu à partager avec nous quelques anecdotes du chef de l'État, des propos qui ont tenus par le chef de l'État dans sa présence, lorsque il y avait question des commentaires autour de l'autorisation de cette marche-là. Il a fait savoir que la sortie des produits également a contribué à la cherté de la vie. Il a donné, je cite, lorsqu'un bien économique devient rare, il devient cher. Et donc pour lui, le fait que des produits étaient sortis également frauduleusement a occasionné également une surenchère sur le marché. Il a fait savoir que le Bénin progresse pour lui qui voyage beaucoup, que lorsqu'il revient au pays chez lui, pour lui le Bénin progresse et donc il faut encourager la dynamique qui est en cours. Et il a fait savoir qu'il fait partie des personnes qui ne souhaitent pas que le président Patrice Talon quitte le pouvoir. Lorsque Billy Laibi l'a interrogé sur cette volonté-là, il a fait savoir également que il a des inquiétudes à savoir qui peut arriver à réaliser ce que Patrice Talon a eu à faire en 8 ans, car pour lui, les réalisations sont monstres. Il en a parlé de façon sommaire au cours de cet entretien. Il a eu à vanter les mérites de long en large de Patrice Talon tout au long de cet entretien-là, même si pour lui, il y a encore à refaire lorsqu'il a lancé un appel aux banques pour qu'elles soutiennent davantage l'entrepreneuriat des jeunes. Pour lui, il y a quand même petite chose à faire, car il a salué par ailleurs également l'assainissement des finances publiques qui a été effectif, l'assainissement qui a été effectif sous le règne du président Patrice Talon à travers la lutte contre la corruption et l'impunité. S'agissant de la vie chère, pour lui, la crise, elle est africaine, elle est mondiale, et donc on ne peut encourager les gouvernants à poursuivre dans cette lancée pour que véritablement ils puissent toujours mettre en place des mesures qui permettent l'atténuation de ces impacts socio-économiques. Voilà l'essentiel à retenir de cet entretien. J'espère que vous avez été fidèle au propos. Merci. Vous avez été, je ne sais pas si vous avez fait la transcription. Hein? Merci à vous, David Camille Biokou. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes député honoraire. Vous avez été élu au cours de la 8e législature. Vous êtes membre du bureau politique du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Vous avez été coordinateur départemental de la 19e circonscription électorale de ce parti politique, notamment la 19e circonscription électorale qui comprend les communes de Porto Novo, de Semekpoli, d'Adiara et des Aguégué. Vous avez été vice-président du parti du Renouveau démocratique PRD. Vous avez été président du MJ16, un mouvement des jeunes de 2016 qui a soutenu la candidature du président Patrice Talon. Merci d'être passé sur TV. À très bientôt, bien évidemment. Merci. Merci également. Merci de m'avoir reçu. Merci également à vous, Billy Laibi, pour avoir conduit cet entretien conjointement. Chers amis internautes, c'était l'invité de ce dimanche. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous de 19h pour le JT des JT.